Comment? Bien, et bonjour les amis, nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Miketz, d'après les enseignements de Manitou. Alors, on voit que dans les parachiotes qui nous accompagnent depuis Yaakov, ça fait déjà quelques semaines, on est en plein rêve. Ça commençait par Yaakov qui est arrivé d'une échelle qui reliait le ciel et la terre, et ça a continué par la semaine dernière les rêves de Yosef, Yosef qui rêve de gerbes dans les champs. Après, il rêve du soleil, de la lune, des étoiles. Et c'est incroyable parce que non seulement il va rêver, mais tous ceux qui viennent en contact avec lui vont se mettre à rêver. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera en prison en Égypte, alors le chef des panetiers du roi, des boulangers du roi, fait un rêve. Le chef des échansons fait un rêve. Et dans notre paracha de Miketz, c'est le pharaon lui-même qui va rêver. Il s'agit bien sûr de rêves prophétiques. La Torah ne nous raconte pas les rêves qu'on rêve la nuit parce qu'on a trop mangé la journée avant, mais il s'agit de rêves prophétiques qui ont commencé chez Yaakov, qui continuent chez Yosef, qui est le fils par excellence de Yaakov. Le Midrash va dire que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Et une fois que lui se met à rêver, eh ben, autour de lui, on rêve. Les prisonniers en prison, le pharaon aussi. Et dans notre paracha, donc on commence avec le premier rêve de Pharaon, puisque Pharaon va rêver de deux rêves. C'est intéressant, comme Yosef qui avait rêvé une, euh, son règne sur l'Égypte, il l'a vu sous forme de gerbes qui se prosternent devant lui et sous forme d'étoiles qui se prosternent devant lui. Le pharaon va rêver de vaches maigres et de vaches grosses, et après d'épis maigres et d'épis gros. Et le texte nous dit que ce rêve de Pharaon, il est terrible parce que le matin, il a un grand problème. Il est très, ce rêve l'inquiète. Le pharaon, il appelle tous ces mages, tous ces explicateurs de rêves, je ne sais pas comment appeler ça, tous les gens qui savent expliquer les rêves. Charles Pharaon, il y en a, c'est classique. Il y avait même des mages et des magiciens, on les verra dans les diplés. Donc, il demande que quelqu'un lui explique son rêve. En poter otam le pharaon. Mais personne ne peut expliquer ce rêve au pharaon. Et Rachid, le commentateur, nous explique que c'est pas qu'ils n'ont pas réussi à donner des explications. Des explications, ils en ont donné. En poter otam le pharaon. Les explications qu'ils ont données ne satisfaisaient pas le pharaon. C'est-à-dire qu'ils donnaient des explications. Tu auras sept fils et sept filles, et puis ils ont donné beaucoup d'explications, mais Pharaon dit c'est pas ça. J'ai rêvé d'autre chose. Et là-dessus, Manitou nous demande, mais c'est tellement évident. Il n'y a même pas besoin d'être un grand mage pour expliquer le rêve du pharaon, c'est clair. Tu vois des vaches grosses et des vaches maigres, tu vois des épis gros et des épis maigres, tu comprends qu'il s'agit d'abondance et de famine. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en explication de rêve, il n'y a pas besoin de faire l'école freudienne pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les mages du pharaon ne peuvent pas lui expliquer son rêve? Et là, Manitou nous explique, beaucoup d'explicateurs le disent, c'est que le grand problème, c'est que c'est quelque chose d'impensable. On peut expliquer un rêve d'après des catégories de pensée, des choses que je comprends, que je connais, je peux les rêver un petit peu différents et on peut trouver un lien à la réalité. Mais un Nil qui s'arrête de couler, qui ne donnera pas la fertilité à l'Égypte, ça n'existe pas. D'abord, le Nil, c'est un dieu en Égypte. Et c'est un dieu invincible qui donne chaque année des quantités d'eau et des crues qui vont déborder dans les canaux, qui vont irriguer les champs des Égyptiens. On le voit dans la Torah. Abraham, avec une sécheresse dans le pays de Canaan, il est parti en Égypte. Yitzhak, avec une sécheresse, il part en Égypte. Yaakov, va vivre une sécheresse, il va partir en Égypte. Parce qu'en Eretz Israël, où la pluie, où l'eau dont on a besoin, c'est une eau de pluie qui vient du ciel, qui remplit les citernes, on peut avoir des années de sécheresse où la pluie ne tombe pas. Mais l'Égypte, qui est arrosée par le Nil, ne connaît pas cette situation de sécheresse. Il y a toujours de l'eau dans le Nil, il y a toujours des crues, il peut y avoir des crues plus abondantes ou un peu moins abondantes. Mais jamais niveau zéro, jamais de sécheresse en Égypte. Et donc le pharaon ne peut pas comprendre un rêve qui lui annonce que pendant 7 ans, il y aura une sécheresse en Égypte, chose qui n'existe pas.
Donc, il n'est pas capable de le comprendre. Et quand Yosef lui il dit, mais c'est ça ton rêve, il faut comprendre qu'il va se passer quelque chose de terrible. Alors là, il se calme parce qu'il comprend qu'il y a une vérité là-dedans. C'est que personne n'a pu expliquer ce rêve parce que c'était trop coupé de la réalité. Mais apparemment, si Yosef comprend, parce que lui, c'est un hébreu, il vient d'Eretz Israël, il sait ce que ça veut dire un pays où il n'y a pas d'eau, ben apparemment, il a expliqué. Et donc, ce que fait le pharaon, il va lui dire, puisque Dieu t'explique les rêves de cette façon-là, ben, il n'y a personne à ton niveau, à ton expérience, ton intelligence, eh ben, je te nomme vice-pharaon d'Égypte. Il n'y a que moi au-dessus de toi, mais c'est à partir de maintenant, c'est toi qui gères l'Égypte. Vayomer Paro el Yosef, Re'e natati otra al kol eretz Mitzrayim. Et le pharaon dit à Joseph, voilà, je t'ai fait de toi le maître de toute l'Égypte. De quoi s'agit-il? Alors là, maintenant, Manitou nous explique. Ça, jusqu'à présent, c'était du Rashi, c'était l'explication classique. Là, il amène sa façon d'étudier le texte. Je rappelle que pour Manitou, la Torah est une histoire, c'est une révélation de Dieu qui se fait à travers l'histoire des hommes. Quand il s'agit d'identité humaine, qui se mesure sur par qui va passer l'histoire. Donc, on a commencé à Adam. Je rappelle que Adam, en hébreu, Adam, c'est des initiales. Adam, Aleph, Adam, Dalet, David, même Mashiach. De Adam au Mashiach, en passant par David. Et qui va être vecteur de cette histoire où Dieu se révèle aux hommes? Eh bien, c'est ça la grande discussion de la Torah. Alors, il y a la famille d'Abraham qui a été choisie par Dieu, mais il y a d'autres familles qui voudraient que ça passe par elle, la famille de Nahor, par exemple, on en a parlé il y a quelques semaines, qui a également eu 12 fils, qui auraient pu être les 12 tribus. La famille de Ishmaël, Ishmaël, le fils d'Abraham, qui a également eu 12 fils, qui auraient pu être les 12 tribus. Et Manitou nous propose encore un autre personnage, le pharaon, l'Égypte. Et nous dit Manitou, le pharaon a compris qu'il y a une clé de cette identité humaine qui passe par Israël, et que c'est Israël qui est l'identité humaine principale qui aide à faire aboutir le projet de Dieu. Alors, Pharaon dit, ben, si c'est comme ça, comme moi je suis le chef de l'Égypte et que je veux que l'Égypte soit le facteur essentiel, ben, je vais me marier avec Sarah. On se rappelle qu'il y a quelques semaines que le Pharaon avait pris Sarah, l'épouse d'Abraham, comme épouse, et Dieu l'avait frappé et il avait compris qu'il avait fait une erreur, il avait rendu Sarah à Abraham. Donc il a essayé d'abord de s'approprier Sarah, Sarah étant la matrice d'Israël. Ben, si elle est fécondée par le pharaon, c'est le pharaon c'est l'Égypte qui va être la civilisation dominante dans le monde. Et comme ça n'a pas marché, puisque Dieu ne l'a pas permis, il a essayé une deuxième stratégie. Il a donné Hagar, sa fille, d'après le Midrash. Hagar n'est autre que la fille du pharaon. Hagar, sa fille, en mariage avec Abraham. Donc, sa fille, sa descendance, se marie avec Abraham en espérant que le fils qui va en naître, Ishmaël, va être celui par qui l'histoire va passer. Mais non, Ishmaël est disqualifié et l'histoire continue par Yitzhak. Donc, le pharaon n'a pas réussi à ce que les mères d'Israël soient égyptiennes. Il dit, OK, maintenant j'ai une autre solution. Je vais prendre le fils principal de Jacob, celui qui est Jacob. J'ai dit que le Midrash dit que tout ce qui est arrivé à Jacob, c'est arrivé à Yosef, que Yosef, c'est le fils aimé de Jacob. Et donc, il va dire, bah, maintenant j'ai Yosef, il est chez moi, j'en fais le vice-roi d'Égypte, et donc j'ai amené le génie d'Israël en Égypte. Il va s'assimiler en Égypte, et c'est l'Égypte qui va être le vecteur de la civilisation, qui va faire avancer l'histoire de Dieu dans le monde. Et effectivement, apparemment, Yosef est prêt à collaborer à ce projet. Si on regarde la suite de l'histoire, c'est que le pharaon donne une femme à Yosef, Asnat, et Asnat lui enfantera deux enfants. Et le premier, Vaïkra Yosef et Shem Abechor Menaché, et Yosef appela son aîné Menaché, qui n'a shani Elohim et kol Amalib et kol Bet Avi, parce que Dieu m'a fait oublier la famille de mon père. Dès que Yosef se sent rejeté par la famille de Jacob, par ses frères, par son père qu'il n'a pas défendu, qu'il a envoyé dans la fosse de lion, là, se mesurer à ses frères. Et donc apparemment, ma famille ne veut pas de moi. Mais j'ai une nouvelle famille qui veut de moi, c'est l'Égypte. Et donc Yosef accepte ce rôle d'être le vecteur par lequel l'histoire va continuer par lui et en Égypte. Et quand c'est que Yosef va se rendre compte de son erreur, là, au moment, dans 2 semaines, non, la semaine prochaine, là, il gâche,
quand Yehuda va se porter garant de son frère de Binyamin, et Yehuda va dire, je suis garant de mon frère, qui avdecha arav et arav כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אבינו אליך וחצי לך להביא כל הימים. Je suis garant de mon frère, je dis à mon père, je l'emmène en Égypte, mais je me porte garant de lui. Et donc, il faut à tout prix libérer Binyamin de prison. Je rappelle que Binyamin avait été incarcéré par Yosef. Et à ce moment-là, Yosef comprend que quelque chose s'est passé dans la famille d'Abraham. Que maintenant, il y a les frères se portent garant l'un de l'autre. Il y a une unité familiale qui n'existait pas au moment où lui a quitté la famille. Au moment où il a quitté la famille, il y avait des clans dans les fils de Jacob, et Yosef se sentait mis à l'index. Maintenant, il voit que Binyamin, son frère, fils de Rachel comme lui, est sous la tutelle et la responsabilité de Yehuda. Et à ce moment-là, il comprend qu'il a fait une erreur, que si la famille d'Israël est soudée, alors il faut qu'il reprenne sa place dans sa famille, et l'histoire avancera à travers Israël. Alors voilà, c'était ce que je voulais amener sur cette paracha, cette idée de Manitou, qu'on est dans ces parachiotes qui essayent de comprendre par où passe l'histoire du monde. Est-ce que c'est par Israël, par l'Égypte? Et Manitou nous dira plus tard, je fais déjà la publicité pour plus ultérieur, dans la paracha de Shemot, quand on va voir Moshe qui sort vers ses frères, et de nouveau, Moshe, je rappelle, Moshe qui va être le chef du peuple juif, qui va donner la Torah, qui va conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte et vers le pays d'Israël, il a grandi dans le palais de Pharaon. C'est-à-dire qu'il aurait pu être, Pharaon a de nouveau essayé de récupérer le génie d'Israël pour l'Égypte, mais ce n'était pas le plan de Dieu, et Yosef quitte la maison du Pharaon où il a grandi et va œuvrer à travers le peuple juif pour faire avancer cette histoire qui avance à vitesse très très grand V quand on regarde un peu juste les nouvelles des dernières semaines. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Chag Hanouka Sameach.